Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, et sa majorité battue aux élections législatives. 4 années après son accession au pouvoir, le bilan de ce populiste de gauche est catastrophique et l'arrivée de la droite parlementaire aux manettes ne devrait pas vraiment changer la situation inquiétante du pays. Alors que le bras de fer se poursuit entre un certain nombre de professeurs et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron a qualifié l'action des enseignants de prise d'otage. Une sortie musclée, loin d'avoir apaisé les tensions. C'est le nouveau chantier d'Agnès Buzyn. Le ministre de la Santé va présenter son plan pour lutter contre les pénuries de médicaments, un phénomène qui a été multiplié par 20 en 10 ans, un problème grave pour certains patients atteints de maladies chroniques. Madame, monsieur, bonsoir. Alexis Tsipras défait aux élections législatives en Grèce. Le meneur de Syriza paye cash ses 4 années de trahison politique. Pour le pays qui passe désormais sous l'escarcelle de la droite parlementaire, la donne ne devrait pas franchement changer. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Une défaite qui met fin à 4 ans de trahison du populiste de gauche Alexis Tsipras. Dimanche, les Grecs se sont rendus aux urnes pour les élections législatives. Un scrutin qui a consacré la victoire de la formation de droite Nouvelle Démocratie, avec près de 40% des voix contre un peu moins de 31,5% pour Syriza de Tsipras. La droite dite conservatrice, menée par un certain Kyriakos Mitsotakis, obtient ainsi la majorité absolue à la Voulie, le Parlement grec. Pour Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, ce résultat, qui écarte l'extrême gauche du pouvoir au profit de la droite, ne bouleversera pas la donne politique en Grèce. La droite, qui est une droite molle européiste, comme la nôtre d'ailleurs, enfin tout à fait parallèle, va arriver et est arrivée d'ailleurs sur un champ de ruines. Je vous rappelle que c'est l'élection au plus faible taux de participation depuis la fin du régime des colonels. Donc bravo, beau bilan. Merci à Alexis Tsipras d'avoir effacé la confiance que les Grecs pouvaient avoir dans le politique. Si vous voulez, la politique, disons, germano-servile qu'il a mise en place sera certainement poursuivie par la droite qui va lui succéder. Une continuité entre l'extrême gauche et la droite avec un point commun, la soumission à l'Europe de Bruxelles, un comble pour Alexis Tsipras qui s'était fait le chantre d'une certaine forme d'euroscepticisme il y a 4 ans. Et si certains tentent d'atténuer la responsabilité du Premier ministre sortant, son bilan est catastrophique. Bien sûr, si vous voulez, le pétinisme mental est toujours la bonne excuse des perdants. Monsieur Tsipras avait toutes les facultés techniques. Il avait au moins un conseiller apte, qui est d'ailleurs tout aussi coupable que lui, qui est monsieur Varoufakis. Il avait certes moins d'hommes que monsieur Salvini actuellement, qui est peut-être d'ailleurs le Tsipras du futur, qui sait. Il avait toutes les possibilités de le faire, il n'a pas eu le courage de le faire. Point. Si vous voulez, les lâches ont toujours de bonnes raisons. Au plus fort de la crise, donc 2009, 2010, 2011, le taux de mortalité infantile a bondi de près de 30% en Grèce. Aujourd'hui, il y a 35% de Grecs qui n'ont pas d'emploi. Il y a un tiers des salariés qui gagnent moins de 330 € par mois. Alors, je veux bien... quand on me dit ça aurait pu être pire, ah bon ? Ah bah faut se lever de bonne heure le matin. Au passage, je rappelle que la Grèce est un pays d'à peu près 10 millions d'habitants et que 300 000 Grecs ont été chassés de leur terre et ont dû partir de Grèce. Vous faites ça en France, ça veut dire virer 2,5 millions de personnes. Il y a peu d'hommes dans l'histoire du XXe siècle qui ont un bilan pire que M. Tsipras en termes de développement humain. En tout cas, en Europe, c'est sûr. Avec un tel bilan, le score supérieur à 30% de Syriza n'est finalement pas si mauvais. Il semble bénéficier d'un fort taux d'abstention. Face à lui, c'est le chef de file du parti Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, qui l'a emporté. Celui-ci affirme vouloir relancer la machine économique après les années de crise. Il a par ailleurs mené une campagne moderne avec des outils de propagande analogues à Barack Obama ou Matteo Salvini, faisant profiter aux gens qui le suivent sur les réseaux sociaux de son intimité, à savoir ses rapports avec sa femme ou les petits plats dont il se délecte. Et comme aux États-Unis ou en Italie, le niveau du débat politique n'en est pas vraiment sorti élevé. La victoire de Mitsotakis ressemble cependant plus à une défaite de Tsipras et de son populisme de gauche. Les Grecs sont le premier exemple en psychologie politique d'un populisme qui trahit son peuple. Et donc le calvaire du peuple grec va continuer et nous verrons la leçon de la Troïka être administrée ailleurs, tout autour de la Méditerranée. C'est vous savez, il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Ils n'ont pas été arrêtés en Grèce, donc ils continueront. Et malheureusement, il y a en Grèce des forces centrales qui sont toujours européistes et germano-serviles. Et les mouvements populistes de droite, eux, sont dénués de toute crédibilité.
Emmanuel Macron à la rescousse de Jean-Michel Blanquer. Face à la grève des professeurs qui refusaient de rendre les copies du bac, le chef de l'État a qualifié les enseignants de preneurs d'otages. Une sortie qui a fait son effet. Thibaut Bastide. Invité pour parler football féminin, Emmanuel Macron a laissé le ballon rond de côté. Dimanche, à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde féminine, le chef de l'État n'a pas pu s'empêcher de revenir sur les déboires entourant le baccalauréat 2019 et notamment la grève des professeurs. Il faut dire que l'examen ne s'est pas aussi bien passé que le numéro 9 du gouvernement veut bien le laisser entendre. En effet, engagé dans un bras de fer avec le ministre de l'Éducation nationale à propos de la réforme du bac, bon nombre de professeurs ont enclenché une grève de la correction des copies, refusant même pour certains de les rendre. Un coup de pression qui a poussé Jean-Michel Blanquer à innover, voire bricoler le processus des résultats afin de donner l'illusion que tout était sous contrôle. Ainsi, vendredi dernier, lors de l'officialisation des résultats, certaines notes auraient été inventées alors que près de 10 000 copies étaient encore retenues par des enseignants. Face à ces nombreuses polémiques et alors que le flou plane toujours quant à la suite des événements, Emmanuel Macron est donc venu à la rescousse de Jean-Michel Blanquer, apportant son soutien au ministre. Et je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi, je respecte chacune et chacun. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits. Tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Prendre nos enfants en otage, une sortie musclée du chef de l'État loin d'avoir apaisé les tensions. Et ce, alors que les épreuves de rattrapage ont débuté ce lundi. Même si Emmanuel Macron a rendu hommage aux enseignants dans leur ensemble et promis de se pencher sur le niveau de leur rémunération, la carotte au bout du bâton apparaît bien maigre au vu de la fracture entre le ministre de l'Éducation nationale et les professeurs. D'ailleurs, les syndicats d'enseignants sont immédiatement montés au créneau, qualifiant les propos présidentiels de déplacés et ne prenant pas en compte la réalité de la situation. Désormais, les jurys de rattrapage menacent de surnoter, voire de ne pas attribuer de notes aux élèves, grippant un peu plus la machine du baccalauréat, alors que plus de 100 000 candidats sont concernés par cette ultime épreuve. Une chose est certaine, le retour des vacances et la rentrée scolaire s'annoncent particulièrement mouvementées. Agnès Buzyn veut fluidifier la vente de médicaments. Alors que certains produits sont parfois annoncés en rupture de stock, de nombreux patients atteints de maladies chroniques craignent pour leur santé. Un problème de plus en plus fréquent qui montre la puissance de l'industrie pharmaceutique et une gestion au mépris de la santé publique. Un Français sur 4 a rencontré des difficultés pour s'approvisionner en médicaments. En 2017, 538 signalements de rupture ou tension ont été recensés par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est 20 fois plus qu'en 2008. Dans le lot des personnes concernées, des patients souffrant de maladies chroniques ou du cancer. C'est à ce problème que le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait mis un point d'honneur à répondre en proposant un plan au plus tard fin juin. Au final, il faudra attendre davantage, car si l'hématologue a déjà dévoilé quelques grandes lignes, telles que, je cite, l'amélioration des circuits du médicament, les mesures précises restent en suspens. En effet, le projet attend les contributions des acteurs concernés pour finalement être terminé en septembre prochain. Ainsi, les laboratoires pharmaceutiques, les grossistes et les associations de patients devraient faire part de leurs idées. Dans ce cadre, un comité de pilotage devrait être mis en place au niveau européen. En février dernier, le LEM, la Fédération française des industriels du médicament, avait présenté un plan pour notamment définir un ensemble de médicaments dits d'intérêt sanitaire et stratégique pour lesquels les mesures contre la pénurie devraient être renforcées. En réalité, une partie des pénuries viennent des laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. On se souvient dans ce cadre de la disparition progressive du vaccin trivalent DTP, diphtérie, tétanos, polio, une disparition concertée chez Big Pharma pour proposer à la place des vaccins plus chers avec davantage de valence et donc plus d'intérêt pour le business. Agnès Buzyn a également parlé d'une nécessité de plus de transparence dans le secteur tout en favorisant la délivrance de médicaments génériques en cas de rupture de stock. On voit donc mal la transparence
transparence. Dans une autre mesure, pensons au Levothyrox, le médicament pour les patients souffrant de problèmes thyroïdiens, où la formule avait été modifiée sans que les patients en soient informés, alors même que certains souffraient d'effets secondaires. Une affaire que le ministre a décidé peu ou prou de balayer d'un revers de la main. En effet, la NSM a depuis considéré qu'il n'y avait pas de problème avec la nouvelle formule. Circuler, il n'y a rien à voir. On doute donc qu'une collaboration des acteurs au niveau européen puisse vraiment faire évoluer la situation. Pour autant, à défaut de régler le problème, on peut toujours se souvenir du livre du professeur Even. J'estime qu'il y a 60%, même plus que 50%, 60% de médicaments inutiles et 40% de médicaments réellement utiles. La France consomme 30 milliards d'euros par an en médicaments, l'Angleterre la moitié, l'Allemagne à peu près la moitié, bon ils sont plus nombreux, ils vont en pour la moitié aussi. Et ils se portent aussi bien, ils vivent aussi 80 ans en moyenne, ils ont les mêmes maladies, avec la même guérison, enfin bon bref, il n'y a aucune différence dans l'état de santé. Alors pourquoi est-ce qu'on consomme 2 fois plus de médicaments en France avec une facture 2 fois plus élevée? Ils coûtent très cher et il y en a quand même 5% qui comportent des risques majeurs. Chaque année, il y a 20 000 morts par accident médicamenteux en France. Et il y a 100 000 personnes qu'on hospitalise à cause de ça. Donc c'est réellement une grande pathologie, la pathologie des médicaments. Qui autorise les médicaments? Qui décide de les rembourser? Qui veille à vérifier s'ils sont dangereux ou pas? Qui assume la pharmacovigilance? C'est l'État. Et il n'a pas rempli sa mission. Un État qui, pour remplir sa mission, pourrait peut-être se demander si le retrait des médicaments inutiles ou nocifs du marché ne favoriserait pas la lutte contre la pénurie de ceux qui sont utiles. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Le compteur pour obtenir un référendum sur la privatisation d'ADP a ralenti. Alors que le nombre de soutiens approche petit à petit des 500 000, dimanche, le compteur affichait en effet 492 000 signatures, soit un peu plus de 10% des 4,7 millions nécessaires pour lancer le processus du RIP. Le ralentissement de la participation complique donc la donne. Si le lancement de la plateforme a enregistré un afflux de signatures dans les premiers jours, le chiffre est désormais bien en dessous des 17 000 soutiens nécessaires pour arriver à l'objectif. Il faut dire que tout porte à croire que le gouvernement s'ingénie à compliquer la tâche. En effet, le site a été inaccessible à plusieurs reprises et nombreuses sont les personnes désireuses d'apporter leur soutien à l'initiative qui en ont été empêchées pour des raisons techniques. Rappelons que le processus de recueil de soutien durera jusqu'au 12 mars 2020. Friction en vue dans la dynastie Le Pen. Celui que l'on surnomme le menhir a saisi l'État pour garantir le remboursement des 6 millions d'euros que Cotelec, son micro-parti, a prêté à Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. Selon l'approche de Jean-Marie Le Pen, les inquiétudes du vieux chef viendraient de son âge et de la disparition de plusieurs particuliers qui avaient investi de l'argent dans Cotelec. Il voulait donc pouvoir assurer à ceux qui lui ont fait confiance qu'il serait bien remboursé. Ainsi, une cession de créances au ministère de l'Intérieur a été introduite afin que les 4,5 millions restants à rembourser puissent l'être avec les 5 millions de subventions publiques que le parti reçoit. Ça s'agite en coulisses du côté de Lyon. Le président de la République, de passage dans la capitale des Gaules pour la finale de la Coupe du Monde de football féminine, a rencontré son ancien ministre de l'Intérieur, le maire de Lyon, Gérard Collomb, dimanche soir. Avant d'enchaîner sur un petit déjeuner le lendemain matin avec le rival de celui-ci, le président de la métropole, David Klimmelfeld, également ex-PS rallié à la République En Marche. Le président de la République chercherait ainsi à arrondir les angles entre les deux hommes pour s'assurer une victoire à Lyon. L'État condamné à faire un chèque à Salah Abdeslam. En 2017, l'État a été condamné à payer 500 € à l'unique survivant des attentats terroristes du 13 novembre 2015 pour conditions de détention illégale. Lors de son incarcération à la prison de Fleury-Mérogis, Salah Abdeslam avait été placé sous vidéosurveillance jour et nuit pendant une période de 3 mois, une décision contestée par l'avocat du terroriste, notamment au titre qu'une surveillance continue constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée. Outre l'amende, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté pris par l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Comble de l'affaire, Salah Abdeslam a indiqué qu'il refusait de toucher cette somme. Des singeries dans une église, ça se passe à Nice, dans l'église Saint-Pierre d'Arène, où une exposition dite Humanité présente des œuvres d'art contemporain, parmi lesquelles un grand singe bleu. Cette initiative pas très catholique est celle de l'aumônier des artistes, en réponse à une demande du curé de la paroisse.
L'ambassadeur britannique aux États-Unis met son pays dans l'embarras. En cause, un câble diplomatique dans lequel le représentant de la Grande-Bretagne qualifie l'administration Trump d'inepte et d'unique dans son dysfonctionnement. La véracité de ces fuites n'a pas été remise en cause et une enquête officielle va être ouverte par le ministère des Affaires étrangères britannique. Nouveau-né surprise au zoo de Vincennes. Mercredi dernier, les soigneurs du parc ont découvert un invité imprévu. Un girafon était né pendant la nuit. Il mesure déjà 1,60 m. Ce girafon est né il y a 2 jours. On l'a trouvé un matin, avant-hier matin, né, et déjà debout et déjà sec, ce qui était vraiment une bonne chose. Donc il est né pendant la nuit en notre absence. C'est toujours un animal de plus dans une population de cette sous-espèce de la girafe de l'Ouest. Il y a environ 80 individus en Europe, c'est pas tant que ça. Donc un individu de plus, c'est toujours assez important. Et c'est une espèce qui est extrêmement menacée dans le milieu naturel, puisqu'il n'en reste plus que 1500 en Afrique, notamment dans des zones difficiles comme le Tchad ou le Cameroun. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Richard Bastien est journaliste, économiste et ancien haut fonctionnaire pour le gouvernement canadien. Il publie Le crépuscule du matérialisme. Il suffit pour s'en convaincre de lire ce que disent tous ces athées sur la religion. Ils n'invoquent jamais d'arguments rationnels. Ce qu'ils nous proposent, c'est au fond un acte de foi, si je peux dire, un acte de foi laïciste, mais il n'y a aucun argument. Et d'ailleurs, l'athéisme ne peut pas être rationnel parce qu'il est improuvable. On ne prouve pas une proposition négative. Il n'est pas révélé. Et voilà. Voilà. On ne peut pas prouver quelque chose qui... On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. On ne peut pas prouver le nihilisme, quelque part. On ne peut pas prouver le nihilisme. Voilà. Oui, exactement. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit les économistes Georges Lannes et Maximilien Lambert pour évoquer les origines du Fonds monétaire international et l'abandon de la convertibilité du dollar en or. Tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je vous raconte une anecdote qui m'est revenue hier, donc pendant une conversation avec notre mystique Léon, qui déplorait l'absence d'instinct dans notre société, où il faut une autorisation pour tout. Il se trouve que j'ai dirigé plusieurs établissements hors frontières et que nous étions tenus d'employer chaque année des volontaires internationaux, des jeunes gens rémunérés qui venaient passer une année en stage à l'étranger, principalement pour coller les timbres, mais enfin bon. Or, cette année-là, les délais étaient un peu courts parce que, notamment, j'avais un bras dans le plâtre. Je devais rentrer en avion dans le pays où j'exerçais ce métier et je n'avais pas le temps d'examiner les 3 candidatures dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères. Je signale donc à l'ambassade par téléphone que je vais proposer, par mail, un entretien d'une demi-heure aux 3 candidats en question, à tour de rôle, dans un café de la gare de Lyon à Paris, toutes les demi-heures. Le conseiller culturel de l'ambassade me dit très très bien, tu fais comme tu veux. De mon côté, je propose la chose je propose pas la chose, si je propose la chose aux 3 candidats qui acceptent, mais je signale la chose par politesse au ministère
Et j'explique comment et pourquoi je raccourcis cette procédure. Je n'ai qu'une matinée à passer à Paris entre train et avion, etc. Et là, j'assiste à un déchaînement de stalinisme, c'est-à-dire de fausses vertus, au sein de l'administration française, pourtant la plus corrompue, celle de la culture à l'étranger. Je reçois une bordée de courriers électroniques, une sorte de circulaire, en provenance de plein de demi-soldes, qui étaient tous directeurs de je ne sais quoi, d'un bureau, et qui disaient, et qui se disaient entre eux à propos de ma démarche, qu'il fallait me rappeler au bon sens de l'État et que cette convocation dans un café dérogeait à toutes les procédures et surtout il demandait, avec beaucoup de morgue, de prétentions, des justifications et voire des sanctions au conseiller culturel de l'ambassade en lui disant « mais comment pouvez-vous tolérer une chose pareille ?» Et là, ce jeune homme qui était, qui avait la moitié de mon âge et qui me tutoyait la veille, m'envoie un courrier glacé où il m'appelle « Monsieur le directeur, j'apprends que vous vous apprêtez à recevoir des candidats dans un café, procédure atypique qui ne saurait être tolérée, etc. » On était vraiment à Moscou en 1934. Donc je lui renvoie un courrier pour lui dire « Te fatigue pas mon gars, j'ai notre échange de mails, hier tu me disais que ça posait aucun problème, et si tu continues sur ce ton, je vais en envoyer une copie à toute ta hiérarchie. » Alors, que penser de tout ça? Eh bien, il faut dépasser le caractère pointilleux du truc et ne pas être obsédé par l'esprit courtelinesque de ces petites gens qui trouvent inadmissible de recevoir des candidats dans un café. Il faut juste mettre en parallèle tout ça, cette apparente rigueur administrative, avec l'invraisemblable débauche de dépenses, de passe-droit, de jonglage budgétaire, de déficit institutionnel, de prise illégale d'intérêts, que vous observez dans ce qu'on appelle le réseau culturel français à l'étranger. Il faut simplement préciser que ces cris d'orfraie pour le respect des procédures de candidature, etc., dans le cas d'un volontaire international, donc d'un stagiaire, je vous le rappelle, de 23 ans, payé une misère, avaient une contrepartie, c'était que les nominations des plus gros postes, dont le mien, se faisaient entièrement par piston et sur coup de fil d'un ministre, dans la moitié des cas au moins. Donc quand Léon, mon voisin là au village, me dit que l'administration française est un monde mort, un récif de corail mazouté, il n'a pas entièrement tort, et quand il dit qu'il va falloir traiter, il a raison aussi. Pour hâter le traitement, abonnez-vous, merci. La chaîne de télévision CNews a lancé un débat brûlant. Faut-il instaurer des quotas d'immigration? Remarque préalable, cette télévision lance un débat qui est lancé depuis des années, qui donne toujours lieu aux mêmes arguments, mais qui n'aboutit à aucune décision. Il en résulte que nous accueillons chaque année entre 400 et 450 000 immigrants, ce qui est une pure folie économique, sociale et culturelle. C'est ainsi, et continuons à débattre. Maintenant, venons-en à la question des quotas. Pour un média bien installé dans le système comme la chaîne de télévision CNews, la notion de quota se résume ainsi. Il y a des secteurs qui ont du mal à recruter et l'on a donc besoin d'organiser une immigration de main-d'œuvre. Dans les faits, il s'agit de faire venir des immigrés qui vont occuper les postes et faire le travail que les Français ne veulent pas faire, les pauvres choux. Nous connaissons par cœur cet argumentaire. Il est usé jusqu'à la corde et en fait il pose deux problèmes. Premier problème, une telle argumentation est purement et simplement raciste. Parce que, comme ça, il y aurait des sous-métiers indignes d'être exercés par des Français, mais tout à fait corrects pour des immigrés. Il est pour le moins scandaleux de penser des choses pareilles. Je ne vois pas pourquoi Cédric Dupont, lui, pourrait estimer qu'être éboueur, c'est indigne de lui, mais qu'en revanche, Mamadou Tigana serait, lui, parfait pour le poste. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que le patron est très content de pouvoir embaucher Mamadou parce qu'il coûte moins cher que Cédric. Voilà qui explique que le grand patronat soit totalement favorable à l'immigration incontrôlée, ignorant ou voulant ignorer que cette immigration se révélera bien un jour ou l'autre être un désastre pour leurs entreprises. Deuxième remarque,
Le raisonnement des quotas d'immigration ne tient absolument pas lorsque l'on analyse les chiffres. Si l'on a effectivement besoin des étrangers pour faire les sales boulots que les Français ne veulent pas faire, pourquoi diable est-ce que le taux de chômage des populations d'origine immigrée est 3 fois plus élevé que celui des Français dits de souche? Là, il y a un petit problème. Voyons, va-t-on rétorquer, c'est à cause du racisme, on ne veut pas les embaucher parce qu'ils sont étrangers. Mais alors, ils les occupent, ces postes que les Français ne veulent pas exercer, ou ils ne les occupent pas? En fait, cela s'appelle de la statistique à géométrie variable. Avec 2 sous de bon sens, on sent bien la manipulation qui n'a qu'un seul objectif, ouvrir encore un peu plus les vannes de l'immigration en la justifiant n'importe comment. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.